Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si 2021 sera... Attendez, laissez sur la première slide d'abord. Je ne sais pas si l'année 2021 sera une année charnière. Ça, on va nous le dire tout à l'heure. En attendant, je vous souhaite que 2021 soit une année plus agréable que l'année dernière, mais surtout que vous gardiez la santé, la forme pour affronter les difficultés qui risquent de survenir dans les mois à venir, et puis que vos proches également soient préservés de ce mal. Bon, alors on va démarrer tout de suite. Avant de laisser la parole à nos orateurs, enfin notre oratrice surtout, hein, on va vous rappeler quelques principes, quelques pratiques. Donc, vous coupez votre micro pendant l'intervention. Vous pouvez poser des questions et réagir grâce au module au chat, au module de conversation. Et je rajouterai également une chose, si vous pouviez couper vos téléphones, ça serait aussi plus sympathique, ou le mettre en silencieux, ça ira très bien comme ça. Vous aurez bien sûr la présentation qui vous sera envoyée prochainement, hein, et j'espère qu'on pourra se garder 10 minutes, un quart d'heure à la fin de la présentation pour échanger et pour répondre surtout à vos questions. Voilà. Bon, je laisse la parole à Ladislas Cassin pour AU Group. Merci Michel et bonjour à tous. En effet, lorsque nous avons eu l'idée d'organiser cette webconférence avec Michel et David, on s'était dit qu'il était important d'essayer de donner un peu de clarté dans cet environnement malgré tout opaque. Et donc c'est assez naturellement que nous avons pensé aux économistes de l'ère Hermès pour intervenir et partager leur point de vue sur ces sujets. AU Group, l'essentiel d'entre vous, vous nous connaissez. Vous avez peut-être pour certains même suivi des formations organisées par Olivier Manissol sur différents sujets de gestion du crédit client, sur l'utilisation des CAP et des CAP+, la notion d'ordre à livrer, etc., de courant d'affaires, bref, des points un peu techniques. Nous sommes un courtier spécialisé, avec comme particularité d'être spécialisé sur les sujets liés au poste client. Donc nous intervenons sur 3 domaines particuliers qui sont la gestion du crédit client avec des sujets de sécurisation en mettant en place des programmes d'assurance crédit et en les gérant au quotidien. On intervient également sur les sujets de financement en mettant en place des programmes d'affacturage pour pouvoir détendre sa trésorerie et également sur des sujets de risque politique pour pouvoir accompagner sur des investissements en dehors de nos frontières. AU Group est partenaire officieusement depuis de nombreuses années et j'en profite pour remercier Michel pour sa confiance. Et nous sommes désormais partenaires officiels depuis l'année dernière, depuis 2020. Et c'est avec grand plaisir que nous intervenons tout au long de l'année et que nous interviendrons dans les mois futurs. Je vais désormais laisser la parole à Céline Ozurt, chef économiste chez Euler Hermès, pour évoquer justement ce sujet avec un titre qu'on a voulu à la fois percutant, mais on l'espère de bon augure, 2021, année charnière. Merci. Céline, à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de me donner la possibilité de partager avec vous notre vision de l'économie en 2021. Je sais que c'est très difficile, nous sommes dans une période très difficile et il est assez compliqué de voir plus loin. Donc, je ferai de mon mieux pour partager avec vous notre analyse pendant une trentaine de minutes. Et par la suite, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans la partie chat et que je puisse par la suite essayer de les répondre. Et pendant les présentations, je vais couper ma caméra, mais je vais remettre ensuite pendant la partie questions-réponses. Alors, en ce qui concerne les développements mondiaux, nous ne sommes pas sortis de la crise. Vous savez,
il y a eu une deuxième vague de l'épidémie au quatrième trimestre de l'année 2020, après une euphorie qu'on a vécue pendant l'été, peut-être qui explique aussi ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et nous avons commis des erreurs, nous avons ouvert très vite, nous avons pensé que tout était derrière nous. Et l'épidémie a ressurgi à la fin de l'année 2020 et nous ne sommes toujours pas sortis de l'affaire. Nous avons commencé aussi l'année 2021 avec beaucoup d'incertitudes, mais surtout par des restrictions sanitaires qui restent toujours très serrées et qui continuent de peser sur notre économie, tout à fait en contraste par rapport à le rebond que nous avons vécu au troisième trimestre de 2020. Donc, nous sommes dans une période de crise prolongée dans cette deuxième vague de l'épidémie. Et nous pensons qu'il faut patienter au moins jusqu'à Pâques pour que l'économie puisse repartir au niveau mondial. Et ceci s'expliquera bien sûr le progrès de certains pays, je vais y revenir, dans la campagne de vaccination, arriver à protéger les populations les plus fragiles, mais aussi quand il fera beau, il sera possible de rouvrir plus de secteurs. Là, je pense aux hôtels, aux restaurants, aux activités de loisirs. Et il y aura un effet de confiance aussi qui va s'accentuer à partir de vacances de Pâques et surtout à la deuxième moitié de 2021 dans les pays qui arrivent à vacciner une plus grande partie des populations. Là, je vous montre que la deuxième vague de l'épidémie a frappé presque toutes les géographies, mais surtout l'Europe, les États-Unis, mais aussi l'Asie. Nous voyons maintenant des nouveaux foyers de Covid de nouveau en Asie, et ce qui a amené les autorités étatiques à mettre en place des mesures assez drastiques comme retour au confinement, couvre-feu, et comme vous savez, et ces mesures marchent. Ce que vous voyez dans le graphique de droite, c'est qu'après avoir instauré le retour au confinement au Royaume-Uni, en Irlande, les cas ont chuté, tandis que l'Espagne n'a pas réagi, n'a pas fait grand-chose. Et finalement, la semaine dernière, l'Espagne et le Royaume-Uni avaient le même nombre de cas. Donc, c'est-à-dire que ces mesures sont coûteuses, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas vacciné assez de personnes, c'est la seule chose à faire pour nous protéger de virus qui se propage de manière hors contrôle. Mais bien sûr, la solution pérenne, c'est la vaccination, et du vaccin à la vaccination, ce passage, cette transition n'est pas si simple. Tout d'abord, vous avez des défis en termes de logistique, de distribution, d'organisation. Donc, les pays avec des systèmes de santé solides ont plus de chances de mieux gérer la situation. Et par la suite, il y a aussi un défi politique, c'est la défiance et le scepticisme à l'égard de la vaccination. Et là-dessus, nous voyons que tous les pays, toutes les cultures ne réagissent pas de la même façon. En Europe, nous avons une forte défiance à l'égard de vaccination, du scepticisme, mais surtout en Europe occidentale par rapport à l'Europe du Sud, en Italie, en Espagne, les populations sont plus motivées pour se faire vacciner. Mais entre les pays aussi, ce qui est très flagrant, c'est au Japon, en Chine, les populations sont beaucoup plus motivées, convaincues par le vaccin par rapport à l'Europe. Donc, c'est un vrai travail de pédagogie aussi pour les hommes politiques de gérer tout ça. Mais en plus de côté pédagogique, bien sûr, il faut gérer la commande des doses, l'organisation, les logistiques. Et pour l'instant, l'Europe s'en sort pas très bien. Pourquoi l'Europe s'en sort pas très bien? À mon sens, nous avons misé en fait sur la stratégie de minimiser les coûts. Donc, négocier des doses, de beaucoup de doses, et essayer de diminuer les coûts. Et maintenant, nous n'avons pas les vaccins, tout simplement. Et nous avons pris beaucoup de retard.
bien sûr par rapport à Israël, mais par rapport au Royaume-Uni, aux États-Unis, et ça va peser sur notre économie parce que nous allons nous retrouver avec des puissances économiques qui ont déjà atteint l'immunité collective, qui pourront ouvrir leur économie. Et nous, à l'Europe, si on n'accélère pas considérablement la manière dont nous gérons la chose, nous allons être en retard. Et il nous faudrait, par exemple, pour le cas de la France, attendre jusqu'à fin 2022 pour atteindre l'immunité collective. D'autre part, nous allons avoir le Royaume-Uni qui vont atteindre l'immunité collective s'ils continuent avec cette vitesse au deuxième semestre, et également les États-Unis. Donc, le vaccin, la vaccination va amplifier les différences entre les États. Et ce qui a été, si vous voulez, une bonne surprise de cette crise, c'était le commerce mondial a été beaucoup plus dynamique, ou si vous voulez, s'en est remis beaucoup plus vite que nous attendions. En fait, le commerce a eu une chute en V. Donc, nous avons eu au deuxième trimestre une chute assez forte, mais un rebond très fort aussi, qui a été essentiellement tiré par la Chine. Donc, la reprise du commerce mondial des marchandises s'explique surtout par l'effet Chine et par les exportations de la Chine, non seulement dans le domaine de pharmaceutique, mais aussi dans tout ce qui est informatique, matériel de communication, et puis l'ameublement, la décoration. En fait, cette crise a créé une demande pour les produits qui sont particulièrement produits par la Chine. Donc, ça bénéficie à la Chine, et c'est la Chine qui a attiré la demande. Et actuellement, le commerce de biens a retrouvé déjà son niveau d'avant-crise. En 2021, nous attendons une augmentation en volume de presque de 6%, qui sera suivie en 2022 d'une augmentation de 5%. Et bien sûr, la nature de cette crise pénalise les échanges de services. Ça, c'est le plus gros problème de la France aussi, nous allons y revenir tout à l'heure. Comme notre économie est tournée par les services, par le tourisme, par l'aéronautique, par le transport, nous sommes particulièrement touchés ou handicapés par cette nature même de la crise en ce qui concerne nos échanges commerciaux. Et deuxième particularité très importante de cette crise était le rôle que les autorités monétaires et par la suite publiques ont joué pour amortir le choc et pour absorber le choc. Et les banques centrales, cette fois-ci, contrairement à la crise financière de 2009, ont agi très vite, ont agi très vite par les programmes d'assouplissement quantitatif, ce qui a servi aux États de s'endetter de manière jamais vue, mais pour pouvoir amortir le choc de la crise. Et nous attendons que la situation ne va pas changer rapidement. Pour une hausse de taux d'intérêt aux États-Unis, il faudrait attendre la deuxième moitié de 2023, et ça va arriver encore plus tard pour la BCE. Mais comme les marchés vont déjà anticiper ceci, nous pensons qu'à partir de la deuxième moitié de 2022, les conditions financières vont commencer à se serrer. Mais ce que je dis est bien sûr soumis à l'aléa de l'élection de Joe Biden aux États-Unis, avec son plan de relance colossal. Nous parlons maintenant presque 2 trillions de dollars de relance. Donc, si jamais cette relance de taille très conséquente crée des pressions inflationnistes, ou si jamais nous voyons une surchauffe sur le marché du travail, bien sûr, cette augmentation de taux aux États-Unis peut venir beaucoup plus rapidement. Et en Chine, nous attendons que les taux commencent déjà à augmenter maintenant, en fait, à la première moitié de 2021, et nous attendons 2 hausses de taux au moins. Donc, ce que je dis, les banques centrales vont continuer leur politique assez relaxe, mais d'autre part, ceci est en contradiction avec ce que font les banques commerciales en Europe et aux États-Unis, qui sont en train de resserrer considérablement
leurs conditions de crédit. Et ça, tout simplement, c'est pour se protéger contre les défauts, ce qu'on appelle les prêts non performants qui ne vont pas tarder à arriver. Nous allons voir quand je parlerai de défaillance aussi. Mais pour l'instant, voilà, ces choses-là sont masquées. Nous ne voyons pas des défaillances en domino comme nous attendions. Les PGE ont été prolongés dans plusieurs pays, mais y compris en France. Le remboursement va automatiquement a été retardé jusqu'en mars 2022. Donc, nous sommes en train de mettre en parenthèse une situation qui ne fait que se dégrader. Et les banques, de leur côté, elles prennent les précautions en augmentant les taux d'intérêt pour le nouveau prêt, en étant si vous voulez, en faisant plus attention aux conditions de crédit pour le nouveau crédit. Une autre particularité de cette crise, plus elle dure, plus elle polarise nos économies. Nous avons certains secteurs au début, ils étaient touchés par le confinement, mais après, ces secteurs ont su s'adapter. Là, je pense au secteur de construction, de l'industrie manufacturière, parfois même le transport, distribution. Ces secteurs, maintenant, arrivent à vivre avec la crise, même s'ils ne tournent pas à 100% de leur niveau. Mais d'autre part, nous avons des secteurs qui sont directement frappés par les mesures sanitaires. Et ici, bien sûr, il y a l'hôtellerie, la restauration, mais aussi tout ce qui est loisirs, culture, les salles de sport, textile, l'automobile, location de véhicules. Quand vous prenez tous ces secteurs, vous arrivez à peu près un quart de l'économie en Europe. Donc, un quart de main-d'œuvre et un quart de valeur ajoutée. Et imaginez ces secteurs qui sont directement touchés par les mesures sanitaires. Et parfois, ils enregistrent des pertes d'exploitation jusqu'à 20%, même si l'État indemnise par le Fonds de solidarité. Vous voyez toujours, il y a une partie de la perte qui est prise par l'entreprise. Donc, si vous accumulez ces pertes depuis le mois de mars, dans la durée, ça commence à peser, à affaiblir. Et donc, nous pensons qu'une fois que le soutien de l'État sera retiré, ce sera le moment de vérité. Et nous pensons qu'une entreprise sur 4 qui opère dans ces secteurs seront en crise de trésorerie et seront en grande difficulté voilà, quand le moment de vérité arrivera. Parlant de l'économie mondiale, nous pensons que, comme je disais, la Chine a rebondi très vite. Déjà au deuxième trimestre de l'année dernière, la Chine avait retrouvé ses niveaux d'avant-crise. La Chine va être suivie par les États-Unis qui va retourner à ses niveaux d'avant-crise vers fin de cette année. Et l'Europe va être à la traîne, la zone euro, mais bien sûr, il y a de fortes divergences à l'intérieur de la zone euro. Mais nous allons attendre jusqu'à fin 2022 au mieux pour retrouver nos niveaux d'avant-crise. Et ça, en fait, plus le temps passe, plus cette expression de niveau avant-crise perd sa pertinence. Parce que qu'est-ce que ça veut dire 3 ans après retrouver le niveau de PIB d'il y a 3 ans, de 2019. Ça n'a pas trop de sens parce que nous serons toujours de plus en plus écartés. Plus cette crise dure, plus nous serons écartés de notre trajectoire de croissance qui était 1,2% par an en moyenne. Donc nous allons nous retrouver avec beaucoup de retard par rapport à notre potentiel de croissance. Donc, parlant du rebond économique, la Chine va être le champion, même déjà en 2020, la Chine a continué de croître de 2%, c'était seule économie qui a réussi ça, seule grande économie. Et là, le rebond va continuer en Chine à 8,4% en 2021, alors qu'aux États-Unis, le rebond va être plus modéré, 3,6%, et dans la zone euro, de l'ordre de 4,3%. Mais bien sûr, tout ça est soumis au risque d'une nouvelle vague de l'épidémie et des nouvelles mesures. Donc, c'est en fait game changer, ce qui va être déterminant pour la reprise en 2021, ça va être le succès et la rapidité des campagnes de vaccination.
Parlant de services, nous avons préparé ce graphe pour vous illustrer en fait le calendrier de quand les secteurs vont sortir progressivement de la crise pour retrouver leur niveau, leur fonctionnement normal. Déjà, nous avons eu le secteur de commerce de détail dans l'alimentaire ou pharmaceutique, ou aussi les denrées alimentaires qui n'ont pas connu de baisse d'activité pendant la crise. Donc, ces secteurs ont été épargnés, si vous voulez, par la crise. Par la suite, au premier semestre de cette année, nous allons avoir le secteur informatique, mais aussi la partie service pour les agroalimentaires, les boissons, mais aussi la chimie, les machines, grâce à la demande de la Chine qui vont s'en sortir. Et la construction, si vous voulez, nous pourrons y revenir plus tard, construction se porte assez bien et assez dynamique et ce secteur arrive à fonctionner avec les contraintes de la maladie, des mesures sanitaires, sauf bien sûr, il faut que la demande y soit. Et pour l'instant, nous ne voyons pas une très baisse ou une baisse sensible de demande de construction et une des raisons pour ceci est aussi la politique monétaire extrêmement accommodante et l'excès de liquidité sur le marché qui fait que la demande pour l'immobilier soit toujours soutenue dans ce contexte de crise. Par la suite, à la deuxième moitié de cette année, nous allons avoir électronique, agriculture, télécom, transport ferroviaire et aussi le secteur de métaux qui vont retrouver, je sais que c'est un secteur qui vous intéresse particulièrement, qui vont retrouver leur niveau d'avant-crise, la demande soutenue de la Chine, mais aussi la reprise enfin des États-Unis, de grandes puissances industrielles grâce à la vaccination vont tirer ce retour à la normale. Et finalement, il faudrait attendre jusqu'à 2023 pour les secteurs tels que matériel, fabrication des avions, commerce de détail non alimentaire ou transport aérien. Et encore, il n'est pas sûr qu'après 3 ans de crise, les changements de comportement arrivent de manière pérenne. Peut-être que le consommateur prendra moins l'avion, peut-être qu'on aura moins de besoins, en plus avec les exigences environnementales maintenant. Donc là-dessus, nous allons voir peut-être que retour à la normale va être un régime beaucoup moins dynamique que nous avions connu avant. Donc cette carte est bien sûr soumise à des aléas. Nous pouvons avoir de bonnes surprises si jamais les vaccins arrivent en plus grande quantité qu'on attendait ou nous arrivons à vacciner plus rapidement. Et d'autre part, s'il y a une nouvelle vague de l'épidémie, disons en automne de cette année, que voilà, il y a de nouvelles mesures de fermeture, bien sûr, il y aura des différences entre pays en fonction de l'évolution du virus. Parlant des métaux, la Chine a joué un rôle capital pour soutenir le secteur d'acier en 2020 et nous a surpris, nos prévisions étaient beaucoup plus pessimistes en fait. Donc la demande de la Chine a permis de dynamiser le secteur en 2020, mais en revanche, nous ne pensons pas qu'un effet Chine si dynamique continue en 2021 en fait. Il n'y aura pas un autre rebond qui reviendra de la Chine par rapport à 2020 en 2021. Mais par contre, bien sûr, la demande va reprendre des autres géographies qui va soutenir le rebond du secteur également en 2021. Donc, nous pensions que la demande mondiale pour l'acier devrait baisser de 6,4%. Et finalement, la baisse a été seulement de moins 2,4%. Donc, ça a été de moindre ampleur grâce à la Chine. Et pour l'année 2021, nous attendons un rebond de l'ordre de 4%. Donc, c'est aussi assez dynamique. Et lorsque nous regardons les niveaux de production mensuelle aussi de l'acier, nous voyons qu'il y a de fortes fluctuations à cause de la mise en place de mesures sanitaires et de deuxième vague. Et cependant, les chiffres que nous avons sur la production de novembre 2020 sont plus élevés que ceux de novembre 2019. Donc, il y a quand même le secteur
en train de rattraper et dynamique. Par contre, si vous me demandez sur le prix de matières premières, nous avons vu que ces prix de fer, de cuivre ont atteint, et les autres matières premières ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 5 ans. Est-ce que cette hausse va continuer? Nous pensons que non, pas vraiment, pas de cette ampleur. Qu'est-ce qui explique cette hausse récente? C'est bien sûr une forte reprise en Asie, mais aussi certains goulots d'étranglement du côté de l'offre, le dollar faible, mais surtout la spéculation sur le marché. Les acteurs sur le marché ont misé sur un nouveau super cycle des matières premières, mais lorsque vous voyez ce qui se passe en économie réelle, ceci ne correspond pas en fait. Il y a un décalage entre les prix et la demande, la production. Par exemple, ce qu'on a vu dans le passé, nous avons eu une demande beaucoup plus élevée avec les prix beaucoup plus bas, ce qui nous suggère une sorte de formation de bulle ou l'arrivée d'une correction certainement en 2021. Déjà, lorsque nous regardons les perspectives de demande à court terme, le positionnement sur le marché qui anticipe une baisse ou hausse potentielle, quand vous faites le ratio put to call, vous voyez que le marché pour le secteur de iron ore, le marché prévoit une baisse des prix à partir du début de l'année, voilà, qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Très rapidement sur le Brexit. Qu'est-ce que le Brexit? Nous avons eu un accord, un début d'accord, mais bien sûr, le Brexit va avoir des effets sur l'Union européenne et sur le Royaume-Uni. Pour l'instant, l'accord de zéro tarif, mais qui nécessite les rules of origin, donc c'est de demande d'origine de 45% en fait des produits qui viennent du Royaume-Uni devraient être produits intérieurement, donc 45% de la valeur ajoutée, pour que l'Union européenne ne demande pas de tarifs à ces produits-là. Mais lorsque vous regardez ce que produit les Royaumes-Unis, comme dans les secteurs automobiles ou industrie, souvent leur propre valeur ajoutée est moins que 45%. Donc, ce qui veut dire il faut que les producteurs en Grande-Bretagne trouvent des fournisseurs locaux. Donc, de toute façon, nous avons fait aussi une étude récemment, nous voyons qu'ils sont en train de se détourner et chercher des fournisseurs locaux pour pouvoir bénéficier de ces zéro tarif, donc qui est assez contraignant pour eux. Mais bien sûr, ça va vous dire aussi qu'il y aura un effet pour nos exportateurs vers le Royaume-Uni, qui étaient bien intégrés dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, notre point est de dire, bien sûr, le Royaume-Uni va perdre plus, mais tout le monde va perdre. Brexit, c'est une histoire de couper, casser une intégration, désintégration commerciale. Donc, tout le monde va perdre en ce qui concerne les biens. En ce qui concerne les services, c'est un peu plus différent. On ne sait pas. Pour les services, l'accord de libre-échange ne concerne pas les services par définition. En sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni a perdu son passeport financier, donc la possibilité pour une banque d'être basée aux États-Unis, au Royaume-Uni, et conduire des opérations en Europe. Donc là, pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut que produit par produit, secteur par secteur, l'Union européenne donne équivalence au Royaume-Uni. Mais nous ne savons pas si le Royaume-Uni voudrait cette équivalence ou voudrait vraiment s'écarter des réglementations européennes pour devenir le nouveau Hong Kong du monde. Mais pour l'instant, le Royaume-Uni est plus occupé à gérer tout ce qui est administratif, papier, de tout ce qui se passe aux douanes, qu'avoir une vision plus forte sur ce qui va devenir le secteur financier. Mais bien sûr, il y a pas mal à gagner pour l'Europe en ce qui concerne les secteurs financiers avec la relocalisation qui est en train de se faire. Les grandes banques, les grandes entreprises, maintenant, ils échangent sur les bourses européennes au lieu de faire ça à Londres.
Il y a eu pas mal de création d'emplois, autour de 3000 déjà en France dans le secteur de banque, et nous pensons que ce n'est que le début. Il y aura de plus en plus de relocalisation, surtout la France, les Pays-Bas, l'Irlande sont les pays qui vont bien bénéficier de cet impact positif sur le secteur financier. Mais je reviens au bien. J'aimerais préciser que pour éviter toute pénurie de biens à cause des importations au Royaume-Uni, à la première moitié de cette année, les choses vont continuer comme avant de leur côté. Donc, nous pourrions exporter vers le Royaume-Uni sans avoir beaucoup de contraintes douanières, tout ça. Mais ces contraintes vont arriver à la deuxième moitié de l'année. Et c'est pour cela qu'à la deuxième moitié de l'année, au niveau de l'Union européenne, nous attendons une baisse de 10 milliards d'euros d'exportation vers le Royaume-Uni par rapport au premier semestre. Et lorsque nous partageons cette baisse, ce sera l'Allemagne, le Pays-Bas et la France qui vont être affectés le plus parce que nous sommes les pays qui exportons le plus vers le Royaume-Uni. Parlons de la France. Je prendrai 10 minutes pour vous donner notre analyse sur la France. Voici les derniers chiffres de prévision, mais il est très très difficile de faire des prévisions en ce moment d'incertitude. Ce que nous avons fait, alors nous avons révisé à la baisse le rebond, les perspectives pour 2021. Maintenant, nous attendons un rebond de 5,4%, un rebond de 2,2% au premier trimestre qui n'est que, en fait, qui ne reflète que pour l'instant les effets de base, parce qu'on aura les vrais la publication du chiffre demain, mais nous attendons un recul de PIB au quatrième trimestre de l'ordre de 5,8%. Donc, nous avons un recul dans ce trimestre qui n'explique que les effets de base. Et encore, ce rebond prend que l'hypothèse de continuité de couvre-feu. Si jamais le gouvernement a annoncé un confinement, retour au confinement, la chose va être beaucoup plus difficile. Selon nos estimations, un mois de confinement, ça coûte à la croissance annuelle 1 point de croissance, en fait, tout court. Donc, si nous confinons encore un mois, et ça va jouer sur... Voilà, nous n'allons même pas, je pense, arriver à 5% de croissance en 2021, à moins de voir de bonnes surprises. Voici les perspectives. De l'autre côté, l'inflation va être très, très basse pour plusieurs raisons. Le taux de change est faible, le prix d'énergie ne vont pas rebondir très vite. Et puis, il y a beaucoup de capacités inutilisées, ce qu'on appelle output gap en économie, qui va être là avec nous, ce qui va faire que l'inflation reste très, 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 très basse. En ce qui concerne le chômage, là, nous avons revisé à la baisse aussi nos chiffres de chômage. Ce n'est pas pour autant que l'économie va très bien. C'est à cause du soutien de l'État qui est assez généreux et assez musclé. Et puis, à l'approche des élections en 2022, nous pensons que le gouvernement va faire de tout ce qui est de son possible pour garder les chômeurs à l'écart du chiffre du chômage, donc en proposant des aides, des formations, des contrats aidés. Donc, nous pensons que nous n'aurons pas une explosion de chômage à l'issue de cette crise. Le chômage va être autour de 10%, mais nous n'allons pas avoir une montée jusqu'à 13% de chômage. Et le dette et déficit, c'est toute une autre histoire. Vous savez que maintenant, notre dette publique atteint des niveaux historiques et va continuer à augmenter. Et tout dépendrait de l'évolution de la situation sanitaire. Quand vous voyez, la Banque de France n'exclut même pas que la dette atteigne 130 milliards, 130% de PIB d'ici quelques années. Retour à la croissance, comme j'avais dit, ça va être au mieux fin 2022, mais ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle parce que regardez notre trajectoire de croissance. Nous en sommes bien loin et il faudrait beaucoup plus de temps pour retrouver notre sentier de croissance d'avant-crise. La crise a accentué les divergences entre secteurs. Plus elle dure, plus ces différences augmentent.
Ce que je veux dire, lorsque nous avons confiné première fois en avril, tous les secteurs ont été touchés, y compris l'industrie, la construction. Ensuite, nous avons eu un rebond, tous les secteurs ont rebondi assez bien. Et ensuite, avec ce nouveau confinement, nous voyons que les secteurs tels que la construction, l'industrie, le secteur manufacturier ont été résilients parce que le deuxième confinement était aussi moins strict. Et aussi, nous avons pu mettre en place les protocoles sanitaires, le télétravail a été généralisé. Et ceci a marginalisé les secteurs comme le transport, restauration, hôtellerie, qui ont été, ce sont des secteurs directement affectés par les mesures. Et ce qui nous inquiète, ce qui m'inquiète, dans quel état nous allons retrouver ces secteurs une fois que toutes ces mesures seront supprimées, nous n'allons plus avoir de problème de propagation du virus. Mais 3 ans après, nous allons retrouver avec ce secteur avec beaucoup de dettes, avec un capital physique déprécié, avec un capital humain également déprécié, avec beaucoup d'entreprises zombies, avec une productivité très faible. Et là, l'État a un rôle très important à jouer pour arriver à canaliser la main-d'œuvre de ces secteurs vers les secteurs qui sont porteurs de croissance. Et pour ce faire, il faut faire un vrai travail d'éducation, de formation professionnelle. Et en France, le plan, c'est de faire ça au niveau de Pôle emploi, au niveau des administrations de l'État, alors que dans les pays nordiques, ceci est fait par le secteur privé, par les cabinets. Donc, nous avons des doutes sur la capacité administrative de la France d'arriver à canaliser tout ce main-d'œuvre vers là où il y a la croissance. Je parle de digital, je parle de tout ce qui est énergie verte. Donc, nous allons voir, mais voilà, à la sortie de la crise, il y a de fortes chances que cette polarisation persiste. Sinon, notre économie a bien rebondi en décembre. Ça aussi, c'est la force de notre économie. Lorsque vous enlevez les mesures, nous rebondissons très vite, et ça grâce à la consommation. Et la principale raison pour ça est que l'État a été très généreux, a pu injecter beaucoup des sommes conséquentes pour préserver les revenus, et les Français consomment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Encore, il faut voir combien de confinements ça dure. Parce que ce qui est intéressant, ça j'ai rajouté hier, ce sont les données de hier. Ce qui s'est passé en ce qui concerne la confiance, c'est très important, je trouve. Ça pourrait signaler des choses assez intéressantes pour le futur. Nous avons eu une baisse de confiance et des ménages et des entrepreneurs, bien sûr, avec le confinement en novembre. Ensuite, en décembre, en ce qui concerne le climat des affaires, la confiance a rebondi. Et en janvier, la confiance a continué à rebondir marginalement pour retrouver son niveau de septembre. Mais lorsque vous regardez ce qui s'est passé avec les ménages, donc la confiance de consommateurs, vous avez eu un rebond en décembre. Donc on a ouvert l'économie partiellement, c'était les fêtes. Mais les chiffres de janvier montrent qu'une chute de confiance des ménages en janvier. Donc, ce qui pourrait nous signaler que peut-être la consommation ne sera pas au rendez-vous. Plus cette crise dure, plus les ménages peuvent être plus réticents à consommer et garder leur fameuse épargne de précaution qui a atteint 100 milliards d'euros déjà en 2020. Secteur automobile aussi, le rebond en décembre a été un peu partagé, mais apparemment le décembre, ce n'est pas un très bon mois pour tirer de fortes conclusions. Mais en France, le rebond de l'automobile en décembre a été peu soutenu, peut-être à cause de périodes des fêtes, des raisons fiscales. Mais en Allemagne, le rebond du secteur automotive à la fin de l'année, des nouveaux véhicules, a été plus prononcé. Donc, je parlais de la consommation. Nous misons sur la consommation pour la reprise, pour l'année prochaine. Parce que tout ce qui est le climat des affaires est assez compliqué, il y a pas mal d'incertitudes. Et la mise en place de plans de relance pourrait prendre pas mal de temps. Donc, nous ne pensons pas de se faire un très fort rebond d'investissement de suite.
mais la consommation pour nous devait être le principal moteur de croissance grâce à cette épargne de précaution de 100 milliards, mais aussi grâce aux politiques de soutien. Donc en décembre, nous pensons que la consommation a rebondi fortement. C'est basé sur les données de commerce de détail. Mais ce que je viens de dire, je disais la consommation la confiance des ménages est en train de se détériorer. Et quand vous regardez pourquoi, quels sont les drivers, les sous-composants de ça, là, ça dit pas mal de choses. Le principal déterminant, c'est l'emploi. Les ménages sont de plus en plus inquiets sur leur perspective d'emploi dans les 12 mois à venir. Et aussi, les ménages augmentent leur intention d'épargner aussi l'année prochaine, donc pour ce qu'on appelle épargne de précaution, et elles diminuent leur intention de faire des achats majeurs. Ça peut être électroménager, mais aussi de l'automobile. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle et ça vient de tomber hier, ces données. L'État a fait de tout son mieux pour amortir le choc. Comme je disais, nous avons eu les PGE, il y a eu 130 milliards de PGE sur 300 milliards qui ont été accordés. Comme je disais, nous allons repousser la date de remboursement d'un an. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, pour les PME. Nous pensons que ça va correspondre à un équivalent de 2 mois de trésorerie qui va être gardé. Donc, ça va leur donner une bouffée d'oxygène, si vous voulez. Et lorsque nous comptons aussi le coût des mesures, c'est pour le fonds de solidarité, le gouvernement aussi dit à l'état actuel de confinement, ça coûte 4 milliards par mois. Et le chômage partiel coûte 1,3 milliard par mois avec le couvre-feu. Et si nous pensons au confinement, ceci atteint, comme nous avons vu en novembre, le coût de fonds de solidarité chômage partiel atteint 10 milliards par mois. Et ça, pour vous donner l'ordre de grandeur, le plan de relance qui a été prévu de décaisser, c'est de 40 milliards pour l'année 2021. Donc, déjà un mois de dépenses de confinement, le coût du confinement au gouvernement est l'équivalent de ce qui avait été prévu, un quart de plan de relance en 2021. Donc, c'est très coûteux. En ce qui concerne le chômage partiel, nous avons des secteurs comme hébergement, restauration qui ont plus de 50-60% de leurs salariés sont en chômage partiel. Alors que si on regarde la construction, ça c'est le nombre de chômeurs partiels en construction en avril, qui était plus d'1 million. Et maintenant, en novembre, au couvre-feu, vous voyez que c'est très peu. Donc c'est un secteur qui fonctionne presque comme normal. Donc, je vais juste terminer dans 2 minutes très rapidement. Je disais, les mesures de l'État ont permis d'amortir le choc sur le revenu, mais ça, c'est au niveau, bien sûr, moyen. Mais à l'intérieur des groupes, vous voyez que les intérimaires ont perdu leur poste. Il y a le problème des jeunes, donc il y a pas mal d'inégalités qui ont été accentuées, surtout pour les populations les plus fragiles. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète par rapport à la montée de risques sociaux et de tensions sociales en 2021, donc ces inégalités. Et deuxième, bien sûr, la dette. Le ratio des dettes des entreprises françaises, qui étaient déjà les plus endettées de l'Europe, a atteint 85% du PIB déjà en 2020, contre 67% du PIB au niveau européen. Donc les entreprises françaises sont beaucoup plus endettées. Et qu'est-ce que nous allons faire de cette dette est très dangereuse aussi pour le redémarrage de cycle d'investissement. Il se peut que les banques serrent le crédit parce qu'une partie de cette dette va se transformer en défaut. Donc, je vais juste finir sur les défaillances d'entreprises. Comme vous savez, surtout en France, mais partout dans le monde, nous avons eu une baisse de défaillance en 2020. Mais c'est une baisse en trompe-l'œil qui reflète les mesures de soutien de l'État qui garde sous perfusion les secteurs les plus touchés ou qui sont même pas viables parfois. Et aussi, les problèmes administratifs, les tribunaux de commerce étaient fermés, les procédures collectives étaient modifiées. Tout ça pour vous dire
En 2021, quoi qu'il arrive, les défaillances vont augmenter. Nos prévisions à l'heure actuelle sont de 52%, donc pour arriver à 50 000 défaillances en France. Si les mesures de l'État continuent, bien sûr, ce chiffre pourrait être révisé à la baisse pour être répercuté sur l'année d'après, sur l'année 2022. Donc, nous n'allons pas y échapper aux défaillances, mais pour l'instant, voilà, la vague à laquelle on s'attendait n'est pas là. Mais vous savez, l'autre revers de la médaille, c'est les zombies. Hein. Si vous n'avez pas les défaillances, mais les structures vivent avec l'aide de l'État, c'est des entreprises zombies qui ne sont pas viables, qui infectent votre système bancaire, et puis ces secteurs finissent aussi par disparaître. Donc, nous allons voir quelle approche l'État va garder, parce qu'avant les élections aussi, il y a un vrai danger de chômage, explosion de chômage par rapport à ces défaillances. Donc, nous sommes assez précautionneux. Cette défaillance pourrait être moindre si l'État décide de muscler encore plus son soutien, mais ça ferait que repousser le problème au plus tard. Je vous remercie. J'ai été un peu plus long, mais je suis maintenant disponible pour entendre vos questions et essayer de répondre. Merci beaucoup, Céline, et surtout pour la qualité de cet exposé très complet en si peu de temps. Alors, moi, j'ai quelques questions. On va essayer de faire vite. Hein. Sur la dernière slide, je me posais une question. Je me disais, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de défaillances d'entreprises en France, alors que dans les autres pays, les pays comparables, les chiffres sont beaucoup plus bas? Est-ce qu'il y a une explication technique? Oui, les défaillances, c'est assez difficile parce que les réglementations sont différentes aussi. C'est quand vous appelez que c'est une défaillance, est-ce que c'est cessation de paiement, est-ce que la décision du tribunal. Et en France, il me semble, nous intégrons aussi les toutes petites structures, les entreprises d'une personne. Et c'est pour ça que vous avez dû voir aussi les créations d'entreprises. Nous disons, on n'a jamais vu autant de créations d'entreprises qui a été relancée comme une bonne nouvelle, mais quand vous regardez à l'intérieur, c'est les Uber, en fait, les gens qui livrent nourriture par Deliveroo ou qui font Uber taxi, mais ça compte comme des entreprises. Et quand ces personnes cessent leur activité, ça paraît aussi comme des défaillances. Donc, vous avez raison, après nos statistiques sont plus sophistiquées, on regarde par taille d'entreprise, taille d'effectif, tout ça, mais c'est des différences structurelles entre les pays à cause de réglementation. D'accord. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous avez anticipé l'impact de l'inflation sur les matières premières? Parce qu'au-delà des métaux qui, pour nous, le niveau des prix des métaux devrait se tenir au moins sur le premier semestre, le verre explose, les céréales montent, le bois, j'en parle pas. Donc, tout ça, à terme, ça va se retrouver dans le prix des produits finis. Est-ce que vous avez anticipé ça? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est au niveau de la question au niveau de la dette des pays européens, qui est une question importante. Certains disent il faut supprimer les dettes. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Inflation matières premières, oui, nous sommes en train de vraiment comprendre ce qui se passe en inflation, et les perspectives. Nous regardons les matières premières, mais ces secteurs, ces petits secteurs ont pas, après il faut pondérer par rapport à leur part dans l'inflation, dans le panier d'un pays donné. Nous les regardons, mais nous ne pensons pas, comme j'ai dit, une augmentation très forte sur la durée de ces secteurs, sauf alimentaire. Nous sommes nous faisons pas mal d'attention en regardant depuis quelques semaines ce qui se passe sur les prix alimentaires. Est-ce que c'est un cas passager à cause de problèmes d'offres, problèmes climatiques, ou ça va vraiment s'enraciner, affecter l'inflation? Pour l'instant, notre diagnostic est qu'il n'y aura pas un effet très très fort. Et puis, l'effet taux de change, nous n'attendons pas à ce qu'il y ait une perte de taux de change de l'euro. Donc, ça compense, si vous voulez, notre vision d'inflation. Donc, nous les regardons, mais nous ne pensons pas qu'il y ait un fort effet qui ferait monter l'inflation pour l'instant à cause du poids de ces secteurs. Deuxième question, la dette.
moi, avant de rejoindre l'Aramis, je travaillais à la Banque Centrale Européenne. Donc, mon analyse, ça ne va pas être totalement objectif. Bien sûr, je viens de la doctrine, la dette, il faut la payer. Mais pour vous dire, mais aussi nos hommes politiques ici ont rendu clair qu'il faut payer la dette. C'est pas possible, ce n'est pas possible parce qu'autrement, il faudrait sortir de l'Union européenne si on voulait arrêter. Et puis, il faudrait arriver à emprunter quand même de nouvelles dettes. Une fois que vous déclarez qu'on a vu avec les pays émergents, une fois que vous faites défaut, il n'y a personne qui voudrait vous traitez. Je ne pense pas que la dette soit un vrai problème à court terme pour l'instant, étant donné qu'elle est achetée par la BCE. Hier, je me suis amusée à faire un peu les ratios de combien la Banque de France achète la dette Covid. Et j'ai vu, écoutez, j'ai mes chiffres. Mais j'ai vu que plus de 65% de la nouvelle dette Covid s'est retrouvée au bilan de la Banque de France. Et le Trésor a émis 235 milliards de dettes jusqu'à maintenant et la Banque de France a acheté 156 milliards en 2020 de cette dette. Donc, tant que la BCE continue ses programmes d'achat, cette dette déjà a un taux d'intérêt négatif, et même si les taux d'intérêt montaient, la partie détenue par la Banque centrale, à l'échéance, ce profit, les taux sont renversés aux États, revient aux États. Mais tout ça, ça va durer. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à la remontée de l'inflation où les banques centrales seront contraintes de faire quelque chose, remonter les taux pour garder leur crédibilité et pour maintenir la stabilité des prix. Mais annulation de dette, ce serait très catastrophique. Je pense même techniquement, c'est très difficile. Et ça causera beaucoup de peine à l'Europe et à notre capacité d'emprunt plus tard. Mais rien dit, cette dette ne va pas être renouvelée à presque perpétuité. Ça peut être aussi une solution. Hein. Chaque fois, la BCE intervient pour reconduire, refinancer cette dette Covid. Si on l'isole, on dit que ce n'est pas de notre faute. La dette Covid, on va gérer différemment, même avec l'aide de la BCE. Mais maintenant, après à la sortie de la crise, il faudrait faire attention et faire preuve de quand même un peu de responsabilité budgétaire. Mais je ne prévois pas non plus un retour au pacte de stabilité. Nous ne pensons pas que ce soit très pertinent, 60% d'endettement quand les taux d'intérêt sont 0%. Est-ce que c'est si grave? Non, non, ce n'est pas si grave. Donc, voilà. D'accord, merci. Il me semble que vous n'avez pas parlé des investissements en France en 2021. Vous les voyez à quel niveau en progression? Parce qu'à un moment donné, on pensait que le niveau d'investissement était à 7%, mais je pense qu'on sera peut-être en dessous. Parce que c'est important pour nous aussi de savoir à quel niveau les chefs d'entreprise vont se porter en termes d'investissement. Oui, nos prévisions étaient 7-8% aussi. Et nous comptions aussi sur le plan de relance de 40 milliards. Ah oui. Et maintenant, je vois un gros... Sur la baisse des impôts de production. Oui. 10 milliards ira à la baisse des impôts de production, ça c'est très bien, mais le 30 milliards, même si on arrive à décaisser, déjà c'est très difficile en période de crise sanitaire, recevoir les dossiers, les étudier, le programmer, mais il y a de fortes chances que ces 30 milliards aillent au lieu de l'investissement vers le soutien à la préservation de l'économie plutôt qu'à la relance de l'économie. Et dans ce cas, leur effet multiplicateur va être très moindre. Si vous envoyez que des aides, des subventions au secteur qui sont à peine viables, donc il n'y aura pas un effet d'entraînement. Mais nous sommes aussi inquiets au niveau du plan de relance européenne. Maintenant, les autorités allemandes, mais aussi en France, les économistes montrent que ça avance pas, ça va très lentement, et les projets n'arrivent pas. Et aussi, il faudrait que les gouvernements proposent les réformes structurelles qui aillent pour que ces projets soient acceptés par la Commission, et on n'en est pas là. Donc, il y a une forte chance que le plan de relance aboutisse pas au moins en 2021, et c'est un risque parce qu'avec cette coordination européenne pour l'investissement en public, nous avons brisé deux tabous, cette mutualisation de la dette et aller vers une union de transfert. Mais si nous voyons que ça va tourner en échec,
il faudrait faire pas en arrière. Et je dis ça parce que c'était pour nous une dynamique importante de l'investissement en France à cause des complémentarités entre les États européens pour la France avec l'Allemagne, mais aussi avec les pays du Sud. Donc, il y aura un effet d'entraînement. On s'attendait à un effet d'entraînement positif pour 2021. On n'en est pas là parce qu'au niveau européen, ça ne bouge pas non plus comme on aurait voulu. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David, on en a sur le chat éventuellement? Non, on n'a pas eu de questions sur le chat. Écoutez, je pense que compte tenu de l'horaire qu'on a un petit peu dépassé, on va s'arrêter là. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos partenaires AU Group et Euler. Merci à Céline pour cet exposé brillant. Ça entraînera peut-être d'autres rencontres au-delà de nos rencontres physiques. Merci à tous de votre écoute. Bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.